Alors, je m'appelle Stéphane Duprat, donc comme le disait Sandrine, je fais partie du groupe d'experts en data management d'Oracle pour EMEA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et aujourd'hui, on va parler de Oracle REST Data Service. Donc, voici notre agenda pour aujourd'hui. Donc, une brève introduction pour expliquer ce qu'est ORDS. Je l'appellerai comme ça désormais par son acronyme. Euh, Ensuite, nous verrons les phases d'installation et de configuration. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est vraiment très simple. On fera un résumé, on parcourra toutes les fonctionnalités donc, offertes par ce produit dans l'application de base de données Oracle. Et la majeure partie de l'heure sera dédiée à une démo en live de tout ce que je vais, ou pratiquement tout ce que je vais présenter maintenant dans cette présentation. Donc, sans plus tarder, commençons. Alors, pour introduire en une seule slide ORDS. Donc, ORDS, c'est une couche de software que l'on déploie devant nos bases de données Oracle, donc une ou plusieurs. Et c'est une couche de software qui nous permet d'appifier concrètement avec des API REST les accès au sens large. On va détailler un peu ce que c'est que ces accès à nos bases de données Oracle. Donc, c'est ni plus ni moins que ça, mais on va voir que ça nous apporte énormément de fonctionnalités, et en particulier de fonctionnalités orientées au développement et au CICD, donc Continuous Intégration, Continuous Développement. On verra les API aussi qui peuvent nous permettre de lancer des commandes d'administration. On va voir tout ça maintenant un peu plus dans le détail. Alors, dans quel contexte positionnons-nous au RDS? Donc, au RDS, à l'origine, c'est en 2011 le listener pour Apex. Ça a commencé comme ça. Donc, évidemment, c'est toujours une de ces fonctionnalités. Donc, la première que j'indique ici, donc un listener PLSQL. Mais ça a été enrichi donc, au cours des ans, et maintenant, eh bien, ça permet d'appifier les données que nous avons dans notre base de données. Donc, au lieu d'accéder à nos données par du SQL, on va voir qu'on peut accéder à nos données à travers des API REST. C'est aussi un client web qu'on peut mettre devant nos bases de données. Ça nous offre des centaines d'endpoints ou d'URL REST pour tout ce qui est le management de la base de données, donc administration, provisioning, export, import de données, etc. Et dernièrement, donc la dernière nouveauté, c'est aussi une API Mongo, c'est-à-dire qu'avec ORDS, alors ça sera pas démontré dans cette session, je crois qu'il y a d'autres sessions à ce sujet, mais c'est la possibilité avec ORDS de prendre une API, une application qui a été développée contre MongoDB et de l'exécuter sans modification contre une base de données Oracle. Voilà, donc c'est un peu le programme de ce qu'on va voir dans la suite. Alors, un premier exemple où on apifie des données. Donc, vous voyez qu'ici, apifier des données, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accéder à notre base de données par une URL, donc une URL REST que l'on détaillera après. On va détailler un peu sa structure, comment elle est construite, etc. Et en invoquant cette URL, on reçoit en retour un document JSON avec eh bien, le résultat de ce que l'on a demandé. Donc, ça peut être des données d'une table, des données d'une vue, ça peut être une invocation à des programmes PLSQL. Donc, on va voir plusieurs exemples autour de ça. Un autre exemple, donc l'exemple de la fonctionnalité d'origine de ORDS, qui était donc le listener PLSQL. Donc, si vous connaissez Apex, donc Apex, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est donc un framework de développement d'applications. En fait, quand vous utilisez Apex, c'est la base de données qui vous sert vos pages web. En fait, vos pages web sont
stockées dans la base de données. Et il y a des packages PLSQL qui vous servent ces pages. Et donc, dans ce cas-là, ORDS agit comme un listener PLSQL pour ça. Vous pouvez développer des applications, des graphiques, etc., des applications modernes, accessibles depuis donc un browser web grâce à ça. Alors, ORDS, donc on a vu amplification de données, on a vu listener PLSQL. C'est aussi une interface graphique légère, donc accessible depuis un navigateur web pour nous connecter et interagir avec une base de données. Alors, on le verra tout à l'heure, il y a d'ailleurs un exemple dans la démo. Donc, on aura typiquement une feuille SQL pour taper des requêtes, un data modeler, bon, ça nous permet de modéliser des modèles relationnels, éventuellement de faire du reverse engineering hein, sur des modèles de données. On peut faire directement des data pumps, donc export de données, import de données. On peut manipuler des collections dans lesquelles on stocke des documents JSON. On en verra des exemples tout à l'heure. On peut aussi configurer tout ce qui est interface REST. Donc, tout ce que je vais faire après dans la démo, je vous le montrerai en ligne de commande, mais on peut le faire directement à travers cette interface graphique. On peut aussi interagir avec Liquibase. Donc, Liquibase, je pense que vous connaissez sans doute ce que c'est pour faire du CICD, donc déployer des modifications sur une base de données, modifier un modèle de données en gardant une trace et un log de ces changements, etc. etc. Donc, c'est un produit d'ailleurs qui est intégré qui s'intègre dans notre SQL-CL, dans notre command line SQL, etc., etc. Donc, on verra un exemple aussi de cette interface graphique. Un autre aspect de ORDS, c'est le database management. Donc, comme je disais, des centaines d'URL REST pour administrer au sens large, donc fermer, ouvrir, cloner, créer une base de données. Donc, j'ai aussi des exemples ensuite dans la démo. Donc, ça, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la démo exactement. On peut donc obtenir de l'information sur une base de données concrètement. Donc là, ce sont des bases de données pluggable, donc en multitenante. Donc, on a des API REST pour tout ça. On peut créer une nouvelle base de données, cloner, effacer, etc. Donc, ça, c'est plutôt l'aspect CICD de ORDS. Alors, une fois qu'on a vu à haut niveau hein, les fonctionnalités, que dire de plus? Donc, ORDS, c'est disponible sans coût additionnel, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas l'acquisition de licence. C'est un produit que vous téléchargez depuis le portail d'Oracle et vous pouvez l'utiliser sans s'acquérir de licence. Vous pouvez l'utiliser sur des bases de données 11.2 et supérieures. D'accord, donc 11.2, pas avant. Hein, c'est bon, enfin 11.2, elle a déjà quelques années. Donc 11.2, 12.1, jusqu'à maintenant, bientôt, enfin, pas bientôt, la démo que je vais faire est en 23C, hein, vous allez la voir. Donc, pas de problème pour ça. Même si c'est un produit qui ne nécessite pas l'acquisition de licence, eh bien vous avez du support dessus. Hein, l'idée, c'est de l'utiliser en production. Et donc, vous pouvez, en cas de problème, ouvrir des services request pour Horse. Ça sera donc associé à votre contrat de support de database. D'accord ? Ça supporte n'importe quelle architecture de base de données, donc la classique donc, et la multitenante, donc qui devient, je rappelle, obligatoire à partir de la 21. Évidemment, c'est le même produit on-prem ou dans le cloud. Vous pouvez déployer ça dans n'importe quel cloud. On va voir ce que c'est. C'est juste un petit fichier .war qu'on exécute avec du Java. Hein. C'est pas grand-chose. Et donc, c'est un produit qui a été construit autour de la base de données Oracle, donc par la même équipe qui développe la base de données. Donc, c'est plutôt parfaitement intégré. Un bref récap sur l'évolution du produit au cours des années. Donc, comme je le disais,
le produit est apparu en 2011 comme un listener PLSQL pour Apex, et il a été constamment donc enrichi par de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, vous voyez ce qu'on va voir en démo, le DBAPI, donc le, les interfaces de management de bases de données ont été ajoutées en 2019. Le SQL Developer Web, qui est donc l'interface graphique qu'on exécute dans un navigateur, on va la voir aussi, 2019. En 2020, tout ce qui est JSON, collection de documents, etc., a été ajouté, etc., etc. Donc, c'est un produit qui était en constante évolution. Les, 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 les URL d'API Management, au début, il y en avait peut-être 20, et maintenant, il y en a plusieurs centaines, en fait. Donc, c'est enrichi constamment. Donc, voilà pour l'intro. Comment installe-t-on ORDS? Alors, super simple, c'est donc un servlet Java, donc un words.war, et l'installation, c'est java-jar words.war, ou dans les dernières versions, donc à partir de la 21, words install directement, qui en fait lance par-dessous la commande Java. Là. Quand on lance ça, on obtient un écran de ce genre-là. Donc, c'est une install réelle, celle que j'ai faite pour ma machine pour la démo. Bon, on remplit les champs interactifs et en 10 minutes, on a ORDS installé et configuré sur une base de données Oracle pour interagir avec cette base de données. On peut aussi faire une install non interactive, donc avec un fichier de réponse, hein, si on veut encrypter tout ça. Donc c'est l'idée souvent, hein, de pouvoir encrypter ça avec des outils de CICD, Ansible, etc. Donc pas de problème pour faire une installation non interactive. Au niveau de l'architecture, les architectures, alors bon, c'est pas toutes les architectures possibles, bien sûr, mais les plus courantes qu'on observe donc chez nos clients. Alors, vous pouvez déployer ORDS dans un serveur d'application. Donc, nous supportons Tomcat ou WebLogic Server. D'accord. Et donc, vous auriez ça en front-end devant les bases de données que vous voulez apifier. Éventuellement, un web serveur devant. D'accord. Mais bon, c'est pas la seule manière d'utiliser ORDS. Si vous n'avez pas de Tomcat, pas de WebLogic, pas envie de déployer ORDS dedans, on supporte une installation standalone, d'accord, qui est parfaitement supportée, hein, même en prod. Ça n'a pas toujours été le cas. C'était à l'origine supporté uniquement en développement. Maintenant, c'est supporté en prod. Et donc, on démarre ORDS dans un Jetty qui est inclus dedans. Et donc, on a une installation standalone qui agit comme si on le déployait dans un WebLogic ou un Tomcat. On aurait donc ça comme front-end devant nos bases de données et ça nous servirait pour apifier nos bases de données. C'est comme ça, d'ailleurs, soit dit en passant, que sont déployés dans OCI, dans l'offre de cloud d'Oracle. Il y a des instances ORDS associées aux bases de données autonomes. Elles sont déployées comme ça, en fait, en standalone. Donc, pas de souci pour ça. Alors, pour anticiper éventuellement des questions, OK, si je déploie, je vais revenir en arrière, si je déploie ORDS en standalone, j'ai qu'un seul ORDS pour plusieurs bases de données, donc finalement j'ai un point unique de faute ici. Alors oui, c'est vrai. Donc en fait, la recommandation, ce que vous pouvez faire, c'est déployer ORDS en standalone, mais en déployer plusieurs, 2 ou 3 avec un load balancer devant. Et vous aurez à la fois une solution de scalabilité pour ORDS et de haute disponibilité pour ORDS. D'accord. Donc c'est aussi simple que ça. 3 ORDS dans des 3 petites machines virtuelles en standalone, dans 3 Docker, avec un load balancer devant. Et ça fait parfaitement l'affaire. Quelle fonctionnalité
nous offre, j'en ai parlé au niveau général, nous offre ORDS, donc amplification de données, donc dans des tables ou dans des vues, avec ce qu'on appelle la méthode auto-rest, c'est-à-dire on publie une table, pardon, je suis revenu en arrière, on publie une table ou une vue et automatiquement on a un endpoint qui est généré, on n'a rien d'autre à faire, juste à utiliser ce endpoint pour accéder à la table ou à la vue. Donc ça, c'est la modalité auto-rest, d'accord. Mais on peut aussi mapper des endpoints avec des requêtes qui font des jointures entre plusieurs tables. On verra, ou des procédures PLSQL qui vont faire tout à fait autre chose. On verra ça dans la démo après. Et on a aussi le DB Management API et le SQL Developer Web qu'on va voir dans la démo. Pour préciser un peu les choses, donc Database Management, on l'a déjà dit, ça, on peut supporter avec du CICD. SQL Developer Web, maintenant, si vous le cherchez, attention, ça s'appelle Database Action. Okay, vous allez le voir dans la démo. Et puis, on a aussi tout ce qui est SODA qu'on va voir, c'est-à-dire la gestion non pas de modèles relationnels, mais de modèles basés sur des collections de documents. Donc, on va en reparler après. Et l'API de Mongo, que j'ai mentionné au début, que je ne vais pas démontrer dans cette session. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Écoutez, tout ce qu'on peut faire avec des invocations à des API REST, c'est quand même assez largement répandu. Et aussi, pour la partie DB API, tout ce qui est automatisation, d'administration, d'approvisionnement, avec Bash, avec curl, on verra des exemples, Ansible éventuellement, ou les outils que vous avez pour gérer tout ça, eh bien, vous pouvez évidemment invoquer des API REST. Donc, il n'y a pas de problème pour coupler ça avec ORDS. Comment se passe l'invocation à ORDS? Alors, on va invoquer une URL, bien sûr. Et donc, cette URL, elle est mappée à du SQL ou du PLSQL, forcément. Alors, si c'est auto-rest, on s'est mappé automatiquement sur un select étoile from la table. Et si c'est mappé explicitement à une requête, eh bien, ça sera mappé à la requête que vous définissez. Et on en verra un exemple aussi dans la démo. Quand vous invoquez l'URL, la requête est exécutée et le résultat set est renvoyé, transformé par ORDS en un document JSON qui est renvoyé à l'application Applant. Donc, ça marche aussi simplement que ça. De quoi est composé l'URL? Donc, vous avez un verbe, donc on supporte put, get, post, delete. On verra, je crois, des exemples de chacun ensuite. Le protocole, HTTP, HTTPS. En prod, on recommande HTTPS, bien sûr, de chiffrer la communication. Pour la démo, vous verrez que j'utilise HTTP par souci de simplicité. Serveur port, donc ça, c'est la machine où s'exécute ORDS. Si on a un load balancer, ça sera le endpoint du load balancer avec le port qu'on a défini et qui balance sur toutes les instances de Horse qu'on a dessous. Cette partie-là, elle est fixe. ORDS, c'est le nom donc du servlet, du point war. Et ça, à partir de là, c'est déjà ce qu'il y a dans la base de données. Donc, HR, ce serait typiquement un schéma, un alias de schéma dans la base de données. Et ensuite, on aurait des modules, des services qu'on peut définir pour chacun de nos cas d'utilisation. Voilà, pour la partie présentation, donc je m'arrête là. Je vais maintenant passer à la démo où on va expliciter tout ça. Avant, je vous engage à pratiquer ORDS avec des Live Labs. Donc, on a une plateforme, j'imagine que vous en avez entendu parler, de Live Labs, qui, soit dit en passant, est basée sur Apex. D'accord. Donc, vous voyez que Apex, ça veut dire quelque part, sur cette plateforme-là, il y a un ou plusieurs ORDS qui tournent. D'accord. Donc, en fait, Oracle, pour ses pages internes, utilise aussi tout ça. Donc, c'est prouvé, robuste. Et donc, voilà. Donc, ce Live Lab-là, ça va avoir un peu tout ce qu'on va voir dans la démo, mais vous pourrez le manipuler par vous-même. D'accord.
Donc, il faut prévoir à peu près 2 heures. Bon, éventuellement un peu moins, mais bon, si on prend son temps, 2 heures, c'est bien. Donc, vous allez sur ce lien-là qui vous sera passé par ailleurs et vous faites Start. Ça va approvisionner pour vous un environnement dans le cloud et vous pourrez pratiquer au RDS. Et je vous recommande aussi, pour pratiquer Autorest avec les vues JSON Relational Duality, je pense que vous en avez entendu parler sans doute ce matin avec la 23C, donc vous pouvez pratiquer Autorest avec ce genre de vue. Un petit lab donc plus court, 30 minutes, pour gagner en pratique avec tout ça. Pour la démo, donc voilà ce qu'on va voir. On va voir Autorest pour table et pour vue. On va voir un mapping avec une procédure PLSQL. On va voir le DBAPI, donc le management et l'administration de bases de données. Et on va voir le SQL Developer Web. Comme architecture, donc j'ai choisi une VM sur laquelle j'ai donc ORDS et une base de données 23C free, donc la version développeur, qui chacune s'exécute dans un Docker container. Vous en entendrez parler de ça plus en détail dans une session postérieure. Voilà, alors passons à la démo. Pour ma démo, voici ma machine virtuelle. Je vais la passer en plein écran. Voilà, donc, comme je disais, donc 2 Docker containers. Donc, un avec une instance de ORDS et un avec la base de données 23C free. Donc, voilà mon script. Alors, on va commencer par le database management. Donc, d'accord, on va jeter un œil sur la base de données. Qu'est-ce qu'elle contient exactement? Voilà, donc j'ai une base de données container, donc c'est une architecture multitenante avec une PDB. Ça, c'est la PDB $seed, donc qui sert quand on clone, on s'en sert pour faire aussi une coquille vide dont on se sert pour générer rapidement une nouvelle base de données vide. On va le voir après dans l'exemple. Alors, première URL qu'on va voir, donc je peux voir ici une URL pour obtenir de l'information, donc une méthode get. J'obtiens de l'information sur les PDB que l'on vient de voir, d'accord? Donc la seed, et en dessous, il y a la free PDB1. Vous voyez que mon URL, c'est un get. On a un user qui, là, est passé en clair, hein, donc c'est pas comme ça qu'on ferait en prod. En prod, on mettrait en place une mécanique d'acquisition de tokens d'authentification, etc. Pour faire simple, j'ai fait avec un user password. Et l'URL, vous voyez que c'est donc localhost, le port que j'ai choisi pour ORDS, et tout ça, c'est en fait les URL pour le DBAPI. D'accord. Donc, on peut faire un peu mieux. Après, en partant, comme je disais, ORDS renvoie en retour un document JSON qu'on peut parser. Donc, je le parse ici avec l'utilitaire JQ. Et donc, on peut afficher uniquement l'information dont on a besoin, par exemple. On peut dire, OK, donne-moi l'état de mes bases de données. Donc, on va éventuellement faire comme ça. Donc là, on obtient l'état de la base de données FreePDB1, puisque dans l'URL, il y a beaucoup d'informations. Vous voyez que dans l'URL, donc là, je suis en train de regarder FreePDB1, elle est ouverte en read-write, donc en fait, l'URL, je l'ai complétée avec le nom de la base de données. D'accord. Donc, j'obtiens des informations spécifiques de cette base de données. Si je veux voir les fichiers de données de cette base de données, bon,
pour n'importe quel motif, hein, je peux voir bon, ben voilà, tous les fichiers de la base de données, donc le système, sysaugs, avec leur état. Donc tout ça pour dire qu'on peut, il y a beaucoup d'API d'administration comme ça, et on peut donc faire des consultations. Alors, maintenant que j'ai fait des consultations, on va passer donc à des méthodes POST, par exemple. On peut aussi approvisionner. Donc ça, c'est ce que je disais pour le CICD. Là, je vais faire une création d'une nouvelle pluggable database. D'accord? Donc je lance ça, ça va prendre quelques secondes. Mon URL, bah, c'est toujours la même, hein, l'URL, mais là, je lui passe un fichier JSON en entrée avec les paramètres nécessaires à la création de ma base de données. Donc, je dis que ce qu'il faut faire, c'est une création. Il faut donner obligatoirement à un utilisateur d'administration le nom de la PDB, c'est fini. Donc, vous voyez, c'est assez rapide, le nom de la PDB. Si je la crée comme clone, donc ça sera cloné depuis la coquille vide qu'on a vue, donc la PDB $seed. Quelle taille totale elle aura, quelle taille aura le table space temporaire, etc. etc. D'accord, donc, une fois que c'est fait, ça, si on va revoir notre DB container avec SQL+, eh bien, on devrait voir une nouvelle PDB, donc PDB2, donc, qui a été créée comme ça au vol. Alors, on peut la dropper, on va la dropper. Un exemple de drop. Voilà. Donc, si on regarde à nouveau, eh bien, elle n'y est plus. On va en recréer une, mais en clonant cette fois-ci la FreePDB1 qui existe déjà, qui est plus grosse que la coquille vide, d'accord, la PDB $seed. Donc, ça va durer quand même, ça va durer un petit peu plus longtemps, ça va durer autour d'une minute à peu près. Donc, je vais le lancer tout de suite. Et pendant que ça se crée, je peux faire quelques commentaires. Donc, vous voyez qu'avec ces URL, là, on est en train de faire du provisioning agile. Donc, on pourrait très bien envisager de créer, basé là-dessus, donc un portail d'approvisionnement où, en fonction d'options, on pourrait définir peut-être des profils de base de données différents, donc pour dev, pour test, pour pré-prod, pour prod, pourquoi pas. Et en fonction du choix, juste avec des URL REST, donc en API REST, faire de l'auto-provisioning agile et éventuellement même englober ces invocations à URL dans des outils comme Ansible, par exemple. Si on a des pipelines à exécuter, un pipeline qui, à un moment donné, doit approvisionner une pluggable DB, on pourrait, ou la cloner ou la déplacer, on pourrait faire tout ça avec ORS. D'accord. Donc voilà, ma base de données donc, a été créée. Si on la regarde, donc avec SQL+, vous voyez qu'elle est revenue. Ça a duré un peu plus longtemps. Bon, une minute, c'est pas tellement. On peut... Alors, jusqu'à présent, on a créé en faisant une copie d'une autre. On peut aussi faire un unplug et un plug, c'est-à-dire la débrancher, la rebrancher. Donc, en général, on fait ça entre deux containers DB. On la débranche de l'une, on la branche dans l'autre, d'accord, comme un plug and play. Donc, on va faire ça dans la même. Hein, j'en ai qu'une de container DB, mais on va voir ça aussi. Donc, en fait, pour unplugger une base de données, il faut d'abord la fermer. Donc, comme ça, on va voir une commande d'administration. On peut faire donc de la PDB un close immédiat. Okay, et si on regarde, maintenant, on va voir qu'elle est plus ouverte en read-write, mais elle est juste en mode mount. Une fois qu'elle est fermée, on peut faire l'unplug. Alors, l'unplug, en quoi ça consiste? L'unplug, c'est basiquement une génération d'un manifest file, un fichier de manifeste qui est un point XML. Donc, en fait, la commande unplug va générer
ce fichier-là. C'est pour ça que je l'efface, hein, je l'efface dans mon container de base de données. Sinon, ça me renverrait une erreur parce que le fichier existe déjà. Et ensuite, je peux faire mon unplug. Donc, la commande unplug, la voilà. On peut y jeter un œil, elle est très rapide. Hein. Donc, méthode unplug, on donne un nom de fichier XML. Voilà, c'est fait. Si on jette un œil à notre fichier, alors il est long, hein, donc ça va pas mal défiler là. On peut regarder à quoi il ressemble. Basiquement, il contient toutes les informations nécessaires au déplacement de cette pluggable database dans un autre container. D'accord. Donc, en fait, quand on va faire le plug, l'opération de plug, l'opération inverse, on aura besoin de ce fichier de manifeste pour plugger notre base de données dans le nouveau container. Ça évite quand on fait ça, on déplace en fait. C'est-à-dire, ça évite de copier les fichiers de l'un à l'autre. On réutilise les mêmes fichiers pour créer une autre base de données à un autre endroit. Si on regarde, donc là, ce qui s'est passé, donc là, on ne voit plus PDB2, d'accord, elle a été unpluggée, donc elle est plus apparente. Elle appartient plus à cette base de données container. Et ce qu'on va faire, on va faire un plug. On va profiter du plug pour la renommer. On ne va pas l'appeler PDB2, on va l'appeler plug PDB. On va utiliser le manifest file qu'on a généré. On va faire tout ça en mode no copy, c'est-à-dire qu'on ne va pas copier les data files originaux, mais on va les réutiliser. On pourrait les copier aussi. Il y a deux manières de le faire. Si on les copiait, ce serait comme un clone, en fait. Là, on réutilise. Et eh bien, on va avoir, après, à la fin de cette commande, on aura notre base de données pluguée à nouveau dans notre container. Si on regarde, vous voyez qu'on a à nouveau une plugged PDB, d'accord, et non pas PDB2, donc on l'a remise, on l'a repluguée dans le même container. L'idée, c'est de le faire entre deux containers différents, évidemment. Donc là, pour les besoins de la démo, je n'ai qu'un container. On va finir cette partie de la démo donc en effaçant la base, la pluggable DB qu'on vient de créer. Voilà. C'est un exemple qu'on avait déjà vu. Et donc là, on est comme au début. Voilà pour la partie de DB API. Donc vous voyez que bon, ça permet, si on peut se monter un portail d'approvisionnement agile et d'administration agile. Il y a des tas de commandes que je ne montre pas, évidemment, l'export de données, l'import de données, etc., qu'on peut aussi exécuter depuis REST API. Voyons maintenant donc la partie de appification de données. D'accord. Donc, l'appification de données, je vais commencer par vous montrer donc la partie graphique donc l'interface graphique que nous offre ORDS pour interagir avec notre base de données. Alors, je vous l'ai montré pendant la presse. On a une feuille SQL. Donc, c'est en mode web, hein, comme vous pouvez voir. Et c'est aussi du ORDS. D'accord. Donc, je suis connecté à ce schéma-là. Vous voyez qu'on peut regarder les tables qu'il a. D'accord. On peut faire donc une requête. On clique là et on aura le résultat ici. Voilà. Donc, en fait, l'avantage de ça, c'est sans rien installer, hein, à part Horse, on peut avoir un outil de requêtage léger en mode web pour accéder à des bases de données. D'accord. Donc, par exemple, un exemple typique, c'est des bases de données qui sont dans le cloud et auxquelles on accède par des outils on-prem. Ben là, très facilement, on peut accéder via web à nos bases de données et exécuter des commandes, donc du requêtage ou
il y a d'autres choses, hein. Il y a le data modeler dont je parlais tout à l'heure. On peut avoir une interface graphique comme ça où on fait un drag and drop de notre modèle. Voilà. On aurait, donc, je l'ai fait tout à l'heure, mais on aurait nos modèles avec nos relations. On peut faire du reverse engineering, etc. On peut modéliser quelque chose. Vous voyez le modèle que j'ai capturé ici. On a aussi, on le verra par la suite, la possibilité de manipuler des collections. D'accord, je reparlerai des collections tout à l'heure. Donc, j'anticipe pas. Bref, une interface graphique pour interagir facilement avec nos bases de données Oracle. D'accord, on peut faire du data pump, exporter des données, gérer nos utilisateurs. Toutes les commandes que je vais vous montrer maintenant en ligne de commande, donc on pourrait les faire depuis cette interface graphique également. Donc, voilà pour SQL Developer Web. Maintenant, publions des données pour y accéder par REST. Donc, pour ça, j'ai créé deux schémas. D'accord. Et donc, ces deux schémas, qui s'appellent donc SOE et User1, je vais habiliter REST pour ces deux schémas. D'accord. Donc, ça, vous pourriez le faire depuis l'interface graphique, ce que je disais. Je vous montre ce que c'est comme commande, hein, pour que ça soit peut-être plus didactique. C'est une commande où on fait un enable schéma du schéma SOE, et là, on lui donne un alias. Cet alias, c'est celui qu'on utilisera dans les URL et qu'on verra par la suite. Donc là, j'habilite REST pour SOE, j'habilite REST pour User1. Voilà. Une fois qu'on a habilité dans le schéma, en fait, on n'a accès à rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, c'est le propre schéma qui décide les objets qu'il veut publier par REST. Donc, par exemple, maintenant, je me connecte au schéma user1 et ce que je vais faire, je vais publier une vue. Donc, je me crée une vue, d'accord, sur la table Customers. Et ce que je vais faire, je vais publier cette vue explicitement. Donc, si je ne fais pas cette publication explicite, en fait, il n'y a pas d'accès REST à cet objet. Et en faisant ça, en fait, j'active AutoREST sur la vue. D'accord. Donc, j'active AutoREST sur la vue, vCustomers, et l'alias à employer dans l'URL sera donc Customers. Je fais pareil pour l'utilisateur, donc le schéma SOE. Donc, je sors de là, je me reconnecte en tant que SOE. Et pour SOE, je vais publier donc une ou deux tables. Donc, ces deux tables-là, par exemple. Donc, Customers et Orders, par exemple. Bon, donc, voilà. Voilà. Et je sors de là. Et à partir de là, en fait, j'ai activé AutoREST sur une vue et deux tables. Et en fait, maintenant, eh bien, j'ai accès directement avec une URL de ce type-là. Donc, vous voyez le host, ORDS, le nom de la base de données, le nom du schéma et l'alias que j'ai donné à la table. Eh bien, en fait, si je vais dans un navigateur ou avec une commande curl, eh bien, je vais voir les données qui sont dans cette table. D'accord, c'est une table qui est assez grande, donc voilà, il va me renvoyer tous les registres de cette table sous forme de documents JSON. Si je veux, avec AutoREST, si je veux en particulier un document, donc s'il y a une primary key qui a été définie sur la table, eh bien, je peux la mettre la valeur de clé derrière, et automatiquement, j'accéderai au registre où l'ID est vaut 73. Donc, j'ai d'autres moyens. Alors, ce n'est pas exhaustif ce que je vais montrer. On peut aussi mettre des filtres au vol avec cette syntaxe-là. On va ouvrir un nouvel onglet. Voilà.
fais cette syntaxe-là, donc j'obtiens le même registre qu'avant. Et évidemment, je peux faire aussi le même exemple sur, au lieu de SOE ici, je peux dire, je veux dans le schéma user 1, donc ça accédera à la vue avec les mêmes conditions. Vous voyez que c'est un peu plus long, hein, ce n'est pas une primary key. Donc voilà, j'obtiens la même chose donc, sur user 1 au lieu de SOE. Alors évidemment, on peut enrichir ça un peu et on peut utiliser des variables sur notre URL, dans ce qu'on appelle des bind variables. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Imaginez que je vais monter un module d'analytique, d'accord, dans le schéma SOE. Et pour ça, je vais définir un module, des templates et des handlers. Donc je vais le lancer et puis je commenterai brièvement en quoi ça consiste. Voilà, donc je lance ça. En fait, ce que je fais ici, je définis un module qui s'appelle Analytics Service, dans lequel je définis 3 templates. Donc un qui aura l'URL orders, l'autre qui aura l'URL orders avec une variable, et l'autre qui aura l'URL orders avec 2 variables que je devrais passer sur la ligne de commande. D'accord. Et ensuite, dans le handler, je map chaque template avec une requête SQL. Donc cette requête-là qui n'a pas de variable, cette requête-là qui a une seule variable, et cette requête-là qui a 2 variables. D'accord. Donc après, si j'accède à chacun des templates, donc par exemple celui qui ne contient pas de variables, donc il me ramène les données analytiques de toutes les années que j'ai dans la base de données, d'accord. Mais je peux aussi accéder à un autre, appelons-le service, où je veux consulter des données agrégées pour l'année 2009. Passer la variable sur la ligne, sur l'URL, ou une analytique entre 2 années, et ce serait mon dernier endpoint, où je dirais, je veux les analytiques entre 2 années particulières, entre 3 années particulières, 2007 à 2009. Voilà, la manière d'utiliser donc des variables de bind. Voyons maintenant, donc là, on a vu la partie amplification de données en mode consultation. Jetons un œil sur comment on s'y prend si on veut créer de la donnée dans la base de données via API REST. Donc on peut le faire, je l'avais dit pendant la presse, on va se créer une procédure PLSQL qui s'appelle PC Create Customer, qui va faire un insert dans la table à partir de variables qu'on lui passe en entrée, d'accord. Donc ça, c'est du PLSQL, j'ai envie de dire pur et dur, hein. C'est pas, pour l'instant, rien à voir avec ORDS. Et je vais créer un endpoint, donc un module que je vais appeler Customer Management, une URL qui sera Customer, New Cust pour le template, et pour le handler, je vais mapper cette URL-là avec la procédure que je viens de créer. Donc, on va compiler ça. Voilà. Et donc maintenant, pour invoquer cette URL, ce n'est plus un get, hein, ce sera un post. Et un post, il faudra que je lui passe les paramètres qu'attend la procédure en entrée. Donc ça, il va falloir que je me définisse un fichier JSON, typiquement, dans lequel je vais créer toutes les variables dont j'ai besoin pour créer mon enregistrement. Donc ça, typiquement, je vais me générer un fichier JSON. On peut jeter un œil. Hein, donc, créer. Ah, voilà, c'est un document JSON normal. Hein. Simplement, les noms des champs doivent mapper
le nom des variables que j'injecte, pardon, c'est pas là, des variables que j'injecte dans ici. D'accord. Donc là où j'ai défini mon mapping entre mon URL et la procédure, eh bien ces noms-là, okay, doivent matcher ce qu'il y a dans le. Donc c'est un match par nom, pas par position. C'est ça pour dire. Hein. Voilà, c'est la seule condition pour que ça fonctionne. Après, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais lancer un post. D'accord. Vous voyez que là, j'utilise l'URL avec un verbe post. J'utilise le fichier de paramètres JSON que je viens de créer, d'accord. Et l'URL, bah, c'est toujours un peu la même, hein, la base de données, schéma, et puis le module et template que j'ai défini. Donc, si je fais un post, je vais obtenir en retour, ok, bon, ça a marché correctement. Souvenez-vous que dans ma procédure, il y avait un petit écho qui me renvoie l'ID de la ligne que je viens de créer dans la table. C'était en fait, si on remonte à la définition de la procédure, c'était cette commande-là, donc http.print, ça fait un écho de là où vous le lancez. Hein. Donc là, pour moi, c'est une commande curl, donc ça me renvoie à l'écran l'ID que je viens de créer. Et bah, si je veux consulter donc, cet ID, bah, eh bien, j'ai immédiatement accès. Donc, comme la table Customers a été publiée en auto-rest, ce coup-ci, je vais faire un exemple avec curl hein, au lieu d'aller dans le navigateur. Hein, pour voir un exemple un peu plus, disons, en scriptable. Voilà. Et là, avec l'ID que je viens de créer, voilà. Si je formate ça un peu plus joli, voilà, j'aurai mon enregistrement. Voilà pour la partie amplification de données. Je surveille l'heure du coin de l'œil. Voilà. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est la partie Soda for REST. D'accord. Donc, Soda, c'est quoi? C'est la possibilité de manipuler des collections dans la base de données Oracle. Au lieu de manipuler des tables relationnelles, on va manipuler des collections dans lesquelles on va insérer des documents JSON directement. Donc, ça change un peu le paradigme hein, de ce qu'on connaît de la base de données Oracle. On connaît plus le modèle relationnel, etc. On peut aussi manipuler directement des collections. Pour manipuler des collections, donc dans mon schéma SOE, j'ai besoin de privilèges particuliers. Je n'ai pas besoin de grand-chose, mais ça, j'ai besoin de donner des privilèges particuliers à mon schéma, donc le Soda App, d'accord. C'est un rôle qui existe donc, dans la base de données. J'ai besoin d'exécuter ces commandes-là, d'accord, donc on va le faire. Donc je répète, hein, tout ce que j'exécute là en command line, ça pourrait être exécuté depuis ici, les databases actions dans la partie REST. Bon, une interface graphique qui peut-être peut-être plus commode au début, mais par contre, si on veut faire tout ça dans du scripting, il faut faire la ligne de commande, hein, évidemment. Voilà, alors, voyons comment on manipule des collections. Je vais introduire un nouvel outil qui s'appelle SQLCL. Donc, SQLCL, vous connaissez sans doute SQL+. SQLCL, ça ressemble à SQL+. D'accord, mais ce n'est pas SQL+, c'est plus riche qu'SQL+. C'est une command line, alors ça ressemble beaucoup à SQL+, mais ça ne s'appelle pas SQL+, vous pouvez le voir là. C'est une command line qui permet d'interagir avec la base de données, mais ça ne permet pas de faire que du SQL. SQL+, vous pouvez faire que du SQL ou du PLSQL. Là, vous pouvez faire du SQL, du PLSQL, mais vous pouvez aussi faire des commandes SODA pour manipuler des collections. Vous pouvez faire du graph SQL, ça ne s'appelle pas comme ça, mais vous pouvez lancer des commandes
qui permettent d'interagir avec des graphes, etc., etc. Vous pouvez, SQLCL est aussi, on peut l'intégrer avec Liquibase, pour faire du CICD. Donc, on installe Liquibase sur la même machine, on installe SQLCL et Liquibase sur la même machine, et on a directement accès aux commandes Liquibase depuis cette interface SQL-CLI. Donc, voilà, il faut juste installer Java version 11 ou supérieure pour utiliser SQLCL. Alors, voyons la manipulation de collection. Donc là, plus de table, plus de colonnes, en apparence en tout cas. Je vais manipuler donc des collections. Là, je fais un soda drop. Donc, j'avais une collection qui s'appelait musique collection et que je viens d'effacer. Je la recrée. Voilà. J'insère des documents JSON, donc pas de colonne. J'insère un document, d'accord, dans une collection, comme on pourrait faire avec un Mongo, avec une base de données NoSQL en général. Donc, je vais en insérer quelques-uns d'un coup. Voilà. Donc, j'en lance plusieurs à la fois. Voilà. On peut insérer, bon, évidemment plus utile que ce que je viens de faire. On peut insérer depuis un fichier, hein, si on a des documents qui sont dans des fichiers, c'est en général assez souvent le cas. Je me génère un fichier JSON. Et je pourrais insérer directement, bien sûr, depuis le fichier. Voilà, donc j'ai généré mon fichier et moi, je peux insérer directement une simple commande soda insert, le nom de la collection, le nom du fichier. Et voilà, d'accord. Donc là, j'ai inséré un nouveau document à partir d'un fichier. Alors, si on regarde en quoi consiste ma collection, j'ai quand même créé une collection dans une base de données Oracle. Donc, on aimerait bien savoir ce qu'il y a là derrière. Donc, si on fait un info, on va avoir de l'information sur ma collection. Donc, info, musique, collection. On me dit que c'est dessous, c'est une table. Hein. Si je fais d'ailleurs un desk de ça, eh ben, vous allez voir qu'évidemment, dessous, on a une table avec des colonnes. Hein, c'est celle qu'on voit ici. Et en fait, notre document, il s'insère dans cette colonne-là, qui est de type JSON. D'accord. Donc, en fait, on fait abstraction d'un modèle de données relationnel pour manipuler uniquement des documents. Après, ces documents, on peut y accéder par des API JSON avec SQL, avec ORDS, avec le Soda for REST qu'on va voir maintenant. C'est une autre affaire. Et pour l'instant, là, on manipule des collections. Des exemples de commandes avec Soda. Donc, si je veux savoir tous les documents qui sont dans ma collection, on les voilà. Soda, c'est donc des commandes pour interagir avec des collections et il y a des drivers Soda pour à peu près tous les langages de développement. Hein. C'est-à-dire, il y a un Soda for Java, Soda for PLSQL, Soda for REST, donc on va voir maintenant, Soda for Python. Donc, vous avez des drivers Soda pour tous les langages principaux, disons, de programmation. Si on veut voir un élément particulier, donc, on va prendre cette clé-là, par exemple, hein, une clé particulière. On peut la voir. Voilà. C'est comme faire un get, en fait. Hein, on verra ça après. D'ailleurs, on utilise aussi le mot get. On peut faire du get avec application de filtre, donc du filtrage de données, qui équivaudrait à une clause where dans une requête SQL. D'accord. Là, on veut, dans cette collection-là, tous les documents dont le titre est égal à cette valeur-là, d'accord. Donc notre filtre, en fait, c'est lui-même un document JSON qu'on définit. Il pourrait être plus compliqué que ça, hein, avec des and, des or, etc. Voilà. Évidemment, quand on a des collections importantes de données, hein, c'est souvent le cas chez nos clients, donc on peut indexer ces collections. Donc, je donne un exemple là d'indexation. Si on veut faire des recherches sans
des recherches multicritères sans parcourir toute la collection pour trouver ce qu'on cherche. On va créer des index et je vais montrer là finalement la dualité des collections parce que mes collections, je peux y accéder par Soda, je peux y accéder par REST API, mais je peux y accéder aussi par SQL. Donc là, si je me fais une requête SQL qui cherche dans cette collection-là, en tant que table, les documents qui contiennent dans leur champ de description ces deux mots-là, d'accord, cette expression-là, eh bien, avec mon index, vous voyez que c'est, bon, j'ai pas beaucoup de données, mais c'est immédiat, d'accord. Donc, en fait, la dualité qui est là, c'est la dualité collection-table, c'est-à-dire une collection, quand on la crée avec Soda et qu'on la manipule avec Soda, ben, c'est une collection. Quand on la manipule avec SQL, on la manipule en tant que table. Voilà, on n'a pas besoin de choisir entre table ou collection, c'est table et collection. Quand on crée une collection, on a automatiquement auto-rest. Donc, quand on utilise ORDS, on a auto-rest sur la collection, ce qui veut dire qu'on a accès directement par des URL ordres, donc REST, à nos collections. Si j'ouvre un nouvel onglet ici, là, je veux voir donc, la liste des collections que j'ai dans mon schéma SOE. Vous voyez, moi, mon URL a changé un petit peu, SOE, donc FreePDB1, la base de données, SOE, le schéma, Soda pour faire comprendre qu'on cherche des collections, et Latest, donc toutes les collections présentes dans mon schéma. Vous voyez la collection qu'on vient de créer, bon, il n'y en a pas d'autres. Hein. Et si on veut regarder ce qu'il y a dans les documents qu'il y a dans la collection, eh bien, dans une collection particulière, on rajoute à l'URL le nom de la collection. Alors, je me suis trompé. Musique, collection. Là, on aura voilà, les documents qu'on a insérés avant. Donc, vous voyez, accès par ligne de commande Soda, accès par SQL, accès par API REST. On n'a pas à choisir, on a tout en même temps. Voilà. On peut évidemment, avec les API REST, faire plus que ça. On peut créer des collections. On va créer une nouvelle collection avec cette API-là. Si je reviens là et que je sors de SQLCL, je fais un curl put pour créer une nouvelle collection. D'accord? Ben voilà. Et si je veux voir ma collection, ben, allons la voir là. On peut la voir de là. D'accord? Si j'enlève le nom et je veux à nouveau la liste de mes collections. Donc ça, c'est celle qui était au début. Et puis celle-ci, celle qu'on vient de créer, elle est là. D'accord? Je peux la voir dans les databases actions si je vais dans JSON. OK? Je vais voir mes collections. Je vais pouvoir créer des collections. Si j'en crée une nouvelle, pardon, je la crée. OK. Je vais mettre musique collection, celle que j'ai créée ensuite par mon API REST, et celle-ci que je viens de créer en command line, je peux la dropper évidemment, on peut l'administrer depuis là. Donc vous voyez tout ça, en fait, bon, j'ai un petit effet démo. Bon, ça devrait marcher, je vais pas insister. Si je veux, dans une collection, insérer un document avec Soda for REST, d'accord, eh bien, ce serait une commande comme ça, une commande de post, d'accord. Je pourrais faire un post dans New Collection de un nouveau doc que je verrai, eh bien, là. Si j'accède à New Collection, je vais voir le document que je viens d'insérer. Et bon, après, si je veux effacer, dropper une collection, ce que j'ai fait au début avec SQLCL, le soda drop, je peux le faire aussi, évidemment, par un verbe delete avec API REST. Et donc là, si je reviens là, normalement, eh bien, on va me dire que cette collection n'existe pas. Voilà. Eh ben, je crois que
je termine là. Attends. Merci. J'espère que la session a été instructive et merci pour votre attention.